Combien de fois avez-vous vu des images de journalistes affairés, caméra à la main, sur les lieux d'un drame ? Ce sont des reporters venus en hâte pour couvrir une nouvelle catastrophe. Bien entendu, le public a le droit d'être informé et les journalistes ont, en tant que professionnels, le droit d'enquêter. Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent jusqu'où ces témoins de l'horreur peuvent aller sans franchir une ligne éthique. Bonjour à toutes et à tous. Mais imaginez qu'en plus de cette morale tacite, un traité international dûment signé et ratifié ait lui aussi été violé. C'est exactement ce double interdit, éthique et juridique, que le journaliste suédois Henrik Evertsson et le caméraman Linus Andersson ont transgressé. Le 21 septembre 2019, ils ont mené une enquête sur l'épave de l'Estonia, un ferry dont le naufrage a coûté la vie à 852 personnes. Bienvenue sur Perduchan. Alors, voyons ensemble toute cette affaire, point par point. Le naufrage du ferry Estonia. Cette tragédie s'est produite dans la nuit du 27 au 28 septembre 1994. Comme on l'entend souvent dans ce type d'accident, rien ne laissait présager ce qui allait arriver. À ce moment-là, le navire n'avait que 15 ans, ce qui en faisait encore un bâtiment relativement jeune. L'Estonia avait été construit dans un chantier naval à Papenburg, en Allemagne, et lancé en 1979. Durant sa courte période d'exploitation, ce ferry a changé plusieurs fois de propriétaire et de nom. Il n'a reçu son nom final Estonia qu'en 1993, lorsque la compagnie estonienne Estline l'a acquis. Dans sa catégorie, l'Estonia affichait des dimensions standards, une longueur totale de 155 mètres et un tonnage brut de 15 000 tonnes. Il pouvait accueillir jusqu'à 2000 passagers et atteindre une vitesse maximale de 21 nœuds. Sa structure était de conception classique, avec une rampe d'accès pour véhicules couvrant toute la largeur de la proue. Cette configuration permettait un embarquement rapide des voitures et des marchandises. Mais selon l'hypothèse la plus répandue, c'est précisément cette rampe qui serait à l'origine directe de la catastrophe. Le 27 septembre 1994, à 19h, l'Estonia quitte Tallinn pour entamer sa dernière traversée en direction de Stockholm. En raison du mauvais temps, le chargement fut sensiblement plus léger que d'habitude. À bord se trouvaient 803 passagers, 186 membres d'équipage, ainsi que plusieurs dizaines de véhicules utilitaires et de voitures particulières, accompagnés d'autres cargaisons. On apprendra plus tard que cette faible charge a contribué à sauver la vie de plus d'une centaine de personnes. En réalité, les conditions météorologiques s'étaient fortement détériorées. Les tempêtes avaient généré des vagues de 4 à 6 mètres. La température de l'air était tombée à 5 degrés centigrades et celle de la mer Baltique à 10 degrés centigrades. La majorité des passagers étaient originaires d'Estonie, de Suède et de Finlande. Après le dîner, ils regagnaient leur cabine, relativement chaude malgré le temps exécrable. S'ils avaient su ce qui allait se passer 4 heures plus tard, le nombre de survivants aurait sans doute été plus élevé. Quelques hommes qui buvaient dans le bar du navire ont eu plus de chance. Certains d'entre eux réussirent à fuir vers le pont supérieur et survécurent. Le premier bruit anormal a été entendu vers 1h du matin. On découvrira plus tard qu'il s'agissait du bruit des verrous de la rampe avant qui commençait à céder. À peine 15 minutes plus tard, une énorme vague arracha la rampe de proue, laissant l'eau de mer se déverser violemment sur le pont. Le navire commença alors à gîter sur le tribord. Dans l'obscurité totale, de nombreux passagers perdirent complètement leur repère et furent incapables même de sortir sur le pont. Pendant ce temps, l'inclinaison s'accentuait encore, atteignant 40 à 50 degrés un quart d'heure plus tard. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un signal de détresse fut enfin émis. En raison de la gîte de plus en plus prononcée, la majorité des canots de sauvetage ne purent être mis à l'eau. Au final, seuls 22 radeaux et 3 canots de sauvetage furent effectivement déployés. À 1h50, le navire était incliné de 90 degrés et couché sur le flanc, tribord vers le bas. Immédiatement après, il commença à couler par l'avant et disparut entièrement sous l'eau en seulement quelques minutes.
En réalité, moins d'1 heure s'était écoulée entre le tout premier bruit signalant le détachement de la rampe et le naufrage complet du navire. Ce qui suivit fut une tragédie inévitable. Les quelques passagers chanceux qui avaient réussi à fuir leur cabine et à atteindre le pont furent projetés à la mer glaciale sans même un gilet de sauvetage. Comme vous le savez, dans de telles conditions, on ne peut survivre plus de 30 minutes sans une combinaison de survie. Bien que les secours se trouvaient relativement proches, le premier navire de sauvetage n'arriva sur les lieux que 50 minutes après le premier appel de détresse. C'était beaucoup trop tard. Plus tard, des photos de radeaux contenant les corps des victimes mortes d'hypothermie furent divulguées aux médias. Et que dire de ceux qui avaient été simplement projetés dans l'eau? Seules 137 personnes furent secourues, dont 94 passagers et 43 membres d'équipage. De très nombreuses femmes figurent parmi les victimes, car au moment où le navire se mit soudainement à agiter, la plupart d'entre elles se trouvaient encore dans leur cabine. N'approchez pas. Ce naufrage a soulevé de nombreuses problématiques, tant sur le plan juridique qu'éthique. Et cela était inévitable, car il s'agissait là de l'un des pires désastres maritimes en Europe à la fin du XXe siècle. Cette tragédie, qui a coûté la vie à un si grand nombre de personnes, a profondément choqué tout le continent européen. Sur les 989 personnes présentes à bord du ferry, 852 ont perdu la vie. Seuls 137 ont survécu, passagers et membres d'équipage confondus. Et la grande majorité des victimes repose encore aujourd'hui, par plus de 80 mètres de fond, au fond de la mer Baltique. Le naufrage s'est produit en haute mer, et les victimes étaient originaires de 17 pays différents. Il allait donc de soi que les réponses à apporter devaient être coordonnées à un niveau international élevé. Immédiatement après l'accident, une commission conjointe fut créée par l'Estonie, la Suède et la Finlande. Et en 1995, cette commission rendit un verdict digne du jugement de Salomon. La décision essentielle fut de ne pas remonter les corps, mais de considérer le lieu même du naufrage comme une sépulture sacrée. Autrement dit, les dépouilles resteraient au fond de la mer, et cet endroit serait traité comme un cimetière. Suite à cette décision, plusieurs pays, dont l'Estonie, la Suède, la Finlande, le Danemark, la Lettonie, le Royaume-Uni et la Pologne, signèrent la même année le traité international sur la protection du site du naufrage de l'Estonia. Ce traité interdit toute approche du lieu du naufrage, ainsi que toute activité de recherche susceptible de troubler la paix des morts. Le document précise clairement que les familles des victimes et le public doivent respecter cet endroit, non pas comme un objet d'étude ou un site de plongée, mais comme un lieu de mémoire. Par ailleurs, des considérations de sécurité ont également pesé dans cette décision. En effet, le navire reposant à 80 mètres de profondeur était jugé instable et présentait un danger mortel pour les plongeurs. Cela dit, les familles des victimes étaient loin d'être toutes du même avis. Beaucoup réclamaient la remontée des corps afin de pouvoir procéder à des funérailles selon les traditions. De plus, une partie des proches, selon les médias il s'agirait même de la majorité, remettait en question la version officielle sur les causes du naufrage. Ils ont donc fermement exigé que l'enquête sur les circonstances de l'accident se poursuive. Les théories sur les causes de l'accident. La version officielle des causes du naufrage a été approuvée formellement en 1997, soit 2 ans après les faits, par la commission conjointe estonienne, suédoise et finlandaise. Selon les conclusions de cette commission, le naufrage du ferry aurait été causé par un défaut de conception ayant entraîné le détachement de la rampe avant. En pleine tempête, le système de verrouillage de la rampe n'aurait pas été suffisamment robuste et la rampe aurait fini par céder. L'eau de mer se serait alors engouffrée d'un seul coup sur le pont des véhicules, déséquilibrant le navire, provoquant sa gîte, puis son naufrage. La commission pointa également un manque de réactivité de l'équipage et des lacunes dans les procédures d'évacuation. Cependant, certains proches des victimes, ainsi que des passagers et membres d'équipage rescapés, ont contesté cette version officielle. Ce qui éveilla les soupçons, c'est que la structure désignée comme défectueuse aurait pourtant résisté sans problème à des tempêtes bien plus violentes rencontrées auparavant par l'Estonia. De plus, le secret excessif qui entourait l'enquête éveilla une grande méfiance. Et comme pour toute catastrophe d'une telle ampleur, des rumeurs et des récits à mi-chemin entre mythes et légendes urbaines commencèrent à circuler.
On raconte par exemple que l'un des noms figurant sur la liste des survivants n'est jamais réapparu devant sa famille. Une autre histoire prétend qu'un survivant aurait téléphoné à sa famille depuis l'hôpital avant de disparaître à jamais, comme dans un récit fantastique. Sa femme aurait ensuite reçu à plusieurs reprises des appels anonymes, sans un mot au bout du fil. Dans ce climat de confusion, de nombreuses théories alternatives ont vu le jour pour expliquer l'accident. Les plus répandues évoquaient des explosions ou des actes terroristes sous différentes variantes. Selon les partisans de ces hypothèses, l'Estonia transportait du matériel militaire et les témoins auraient entendu non pas un bruit de rampe qui cède, mais une détonation. Une théorie proche avance que du matériel soviétique aurait été introduit clandestinement en Suède depuis la Russie. Et que, pour en dissimuler la trace, les responsables auraient délibérément coulé le navire. C'est ici que nous devons revenir à ce que nous évoquions au début. En effet, l'hypothèse la plus convaincante s'appuie sur les images sous-marines tournées par le journaliste suédois Henrik Evertsson et le caméraman Linus Andersson. Les photos prises par le robot submersible montrent clairement deux grandes brèches, toujours au cœur du débat, et qui ne peuvent être expliquées par de simples détachements de la rampe. Ces dégâts semblent plutôt résulter d'une explosion ou d'une collision avec un sous-marin. Certains médias ont même avancé que l'accident aurait coïncidé avec des manœuvres de la marine suédoise, mais cela n'a jamais été reconnu officiellement. À ce sujet, l'ancien procureur général d'Estonie, Margus Kurm, s'est exprimé presque ouvertement lors d'une réunion sur le naufrage qui s'est tenue le 20 novembre 2020. Il a notamment souligné que les autorités suédoises avaient envisagé de sceller l'épave de l'Estonia dans un sarcophage de béton. Il est donc légitime de se demander si l'interdiction d'enquêter sur l'épave ne visait pas davantage à dissimuler les véritables causes du drame qu'à protéger, pour des raisons éthiques, le repos des centaines de victimes. Cela dit, les théories d'explosion ou de collision sous-marine pourraient avoir aussi été délibérément inventées dans le but de semer la discorde entre deux voisins de la mer Baltique, l'Estonie et la Suède. Il n'est pas difficile d'imaginer quel pays aurait le plus à y gagner. La Russie. C'est précisément pour cela que seul un journalisme indépendant est en mesure de lever les doutes et de faire éclater la vérité. Ainsi, la question des normes éthiques que le journaliste suédois aurait enfreintes est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. L'affaire était si délicate qu'elle a entraîné des jugements contradictoires. En février 2021, le tribunal de district de Göteborg a prononcé un verdict d'acquittement en faveur du duo de journalistes. Mais en 2022, la Cour d'appel a annulé ce jugement et ordonné un nouveau procès. Et en septembre de la même année, à l'issue de cette révision, le tribunal de district a annulé sa propre décision d'acquittement. La Cour a reconnu les journalistes coupables d'avoir violé la paix des morts, estimant que l'intérêt public de préserver la dignité du tombeau l'emportait sur la liberté d'expression. Les journalistes ont de nouveau fait appel auprès de la Cour d'appel, mais en mars 2023, le verdict de culpabilité a été confirmé. Ils ont ensuite porté l'affaire devant la Cour suprême de Suède, qui a refusé d'ouvrir une procédure. En conséquence, le journaliste a écopé d'une amende de 22 400 couronnes suédoises, environ 2 088 €, et le caméraman de 18 800 couronnes, environ 1 752 €. À l'heure actuelle, l'enquête officielle sur le naufrage de l'Estonia est considérée comme close. Les familles continuent de demander régulièrement la réouverture du dossier, mais leurs appels restent lettre morte. De nombreuses personnes sont convaincues que la version officielle actuelle est incomplète et peu crédible. Et ainsi, plus de 30 ans après la tragédie, la vérité sur le naufrage de l'Estonia demeure encore enfouie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!